Bonjour, c'est Lucille Bellan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Aujourd'hui, Alexandra, qui a 32 ans, raconte qu'elle est déstabilisée d'avoir une meilleure relation avec sa belle-mère, la mère de son conjoint, plus qu'avec sa propre mère. Bonjour Lucille, je m'appelle Alexandra, j'ai 32 ans et j'habite à Nantes. Je voudrais ton conseil parce que je me suis aperçue que j'aimais plus ma belle-mère que ma propre mère. C'est quelque chose qui est très déroutant. Je sais pas trop comment gérer ça. Il faut dire qu'avec ma mère, ça a toujours été très très conflictuel. Depuis ma tendre enfance, il y a eu beaucoup de violence, que ça soit verbale ou physique, beaucoup de pleurs, beaucoup de choses comme ça. C'est une éducation qui m'a beaucoup marquée et aujourd'hui, étant une mère, je ne souhaite pas en fait éduquer ma fille comme ça et mon conjoint non plus. Et mon conjoint a été éduqué d'une toute autre façon, une façon très très bienveillante par ses parents, ses deux parents. Et quand j'ai rencontré sa mère, j'ai vraiment vu quelqu'un d'exceptionnel, enfin, surtout avec ses enfants, quelqu'un d'aimant, quelqu'un de psychologue, quelqu'un qui essayait de comprendre sans se tirer les cheveux non plus, mais quelqu'un de très simple. Ma mère est quelqu'un de très compliqué, on va dire. De très, on va dire, superficiel d'une certaine manière. Elle aime pas trop la simplicité, quoi. Et voilà, je ne sais pas comment gérer ça. Il y a pas très longtemps, j'ai eu des discussions avec ma mère sur l'éducation de ma fille et il y a des choses qui sont sorties et ça a un peu tari notre relation. J'ai jamais eu de difficulté pour lui dire les choses en face. Contrairement à mon frère, pour lui dire que sa forme d'éducation avait été un peu trop violente à mon goût et que ça m'avait laissé beaucoup de traces, beaucoup de marques. Mais je voulais avoir tes conseils là-dessus pour éviter de la blesser encore peut-être. Je sais pas trop comment réagir, je sais pas s'il faut être clément, je sais pas si il faut s'éloigner, voilà, je sais que c'est ma mère donc il y a un lien qui est très fort mine de rien, malgré tout. Ah, je te remercie pour ta réponse. Au revoir. Chère Alexandra, en réfléchissant à votre problème, je me suis demandé depuis quand il était à ce point obligatoire d'être proche de ses parents. Tout de suite, du fond de ma mémoire de vagues souvenirs de catéchisme, j'ai pensé à cette phrase de la Bible, des 10 commandements précisément. Tu honoreras ton père et ta mère. Ce qui est intéressant, c'est la suite. Tu aimeras ton prochain. Le texte biblique fait volontairement une différence entre aimer et honorer. Même la Bible part du principe qu'on a le droit, en acceptant quand même qu'on leur doit la vie, de ne pas aimer ses parents. Ce qui nous oblige aujourd'hui à aimer et à avoir une complicité avec nos parents, nos mères en particulier, c'est la pression sociale. La culture de masse s'est largement fait écho de mères qui sont comme des meilleures amies, qui accompagnent la transition de l'adolescence à l'âge adulte et sont des modèles tout en restant accessibles. Je connais autour de moi des mères aimantes, présentes, de cette génération. La mienne n'est pas comme ça. J'en ai parlé dans un précédent épisode et j'en ai largement souffert. En tant que femme alors, qui doivent être nos modèles ? Moi, ça a été des autrices, des cinéastes, des personnages de films, des professionnels de santé croisés sur ma route et dont l'empathie m'a inspirée. Des militantes, des féministes. Pourquoi pour vous, ce ne serait pas votre belle-mère ? Pourquoi ne pas profiter de la chance d'avoir un modèle inspirant et aimant si proche de vous ? Nous avons besoin de modèles. Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin de savoir quoi transmettre à nos enfants pour que le monde soit meilleur. Vous auriez pu tout aussi bien vous construire toute seule. Pensez vos plaies et inventez votre définition de la maternité en partant de rien. Profitons de cette belle idée de sororité pour s'accorder le droit d'être appréciés et d'apprécier des femmes. Qu'elles nous apprennent autant qu'on leur apprend. Vous avez l'impression que c'est un schéma peu conventionnel, mais moi je vous dis que vous avez de la chance. Vous auriez pu rester seule avec votre histoire de mère qui ne vous apporte que de la souffrance et des doutes. Et vous avez dans votre vie une femme qui vous prouve qu'une autre voie est possible. Parce que j'ai été obligée de faire le deuil de cette relation mère-fille parfaite, je sais que c'est difficile. Même quand on a réussi à créer la vie qui nous faisait rêver, et plus encore quand on est soi-même mère,
et que cela nous rappelle l'amour que l'on donne à ses enfants, on ne peut réussir totalement à oublier ces questions. Pourquoi elle ne m'aime pas ? Pourquoi elle ne se soucie pas de moi ? C'est une question de l'affect qui ne s'éteint pas comme ça. On y répond souvent en prenant le problème dans le mauvais sens. On imagine que c'est nous le problème. La réalité, c'est que nos mères sont humaines. Elles me font penser au personnage dans Arlington Park, de Rachel Cusk. Victime d'une réalité étouffante, d'un mariage triste et d'une maternité subie. À force de concessions, elles sont devenues froides et inhumaines. Je cite « Quel sens cela avait-il ? Elle ne voulait pas se taper des dîners pour 8 et les servir ensuite. Elle ne voulait pas passer le beurre, ni débarrasser les amuse-gueules. Elle voulait vivre. Vivre. » Fin de la citation. Nos mères, elles ont souffert, elles ont des failles, elles ont peut-être oublié l'amour qu'elles nous portaient, ou alors il ne s'est jamais construit. Elles ont une éducation et des convictions différentes des nôtres. Ça fait mal. Mais cela doit nous rappeler d'aimer nos enfants et les personnes qui nous veulent du bien encore plus fort, je crois. Pour parler des rapports douloureux entre mère et fille, j'ai décidé d'appeler le psychanalyste, psychothérapeute et médiateur familial depuis plus de 20 ans, Pascal Anger. Bonjour Pascal. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Vous êtes spécialiste des problématiques liées à la famille depuis 20 ans. Nous allons aujourd'hui parler de relations entre filles et mères. Dans le cadre de votre travail, est-ce que vous voyez souvent des cas où l'amour n'est pas une évidence entre mère et fille ? Bien sûr que je reçois des mamans qui sont en difficulté avec leurs filles et des filles qui sont en difficulté avec leur maman. C'est pas toujours facile d'en parler. C'est même un sujet plutôt tabou parce que bien aujourd'hui en fait pouvoir parler du désamour entre parents et enfants, ça reste quelque chose qui est difficile. À cause d'une injonction sociale ? C'est difficile parce que la société accepte mal qu'on puisse se dire à un moment donné que sa mère qui nous a élevés, qui nous a éduqués, qui nous a donné à manger, qui nous a vêtis, etc., eh bien ne soit plus ou ne soit pas un objet d'amour. Eh bien ça c'est pas très accepté, dirons-nous. Est-ce que vous pensez que c'est un problème sur lequel il faut obligatoirement travailler, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être accepté, avec lequel on peut apprendre à vivre ? Je crois que ce qu'il faut accepter, c'est que cet amour, il peut être fluctuant. C'est-à-dire que il faut partir du départ qu'en fait la mère et la fille, c'est le premier objet d'amour pour la fille que sa mère. Donc ça va être très fusionnel au départ et elles vont avoir du mal à se séparer. Donc il faut leur apprendre à ces deux-là à voir comment elles vont pouvoir se séparer, en sachant que la petite fille est un mini-moi pour la maman. Donc, est-ce qu'elle va se reconnaître en elle ? Est-ce que la fille va se reconnaître en sa maman ? Est-ce que la maman va se reconnaître en sa fille ? C'est pas si facile. Donc, il va falloir chercher à développer une étroite complicité mère-fille. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans toutes les histoires qu'on lit aux petites filles comme aux petits garçons d'ailleurs, on voit souvent des difficultés à parler de ces problèmes mère-fille, mais on voit bien comment est-ce qu'on va déplacer en fait les choses pour mettre en place la difficulté belle-mère-fille. Comment vous l'expliquez du coup cette difficulté ? Parce que c'est cruel de dire que la petite fille n'aimerait pas sa mère. Donc pouvoir ne pas aimer sa belle-mère, c'est plus simple et c'est plus facile. Et ça paraît plus évident. Dans le cas où on aimerait plus sa belle-mère que sa mère, en l'occurrence c'est le cas de la personne qui m'a appelée aujourd'hui, comment vous expliquez la culpabilité ressentie du coup ? Parce que ça va justement à l'encontre des normes et des histoires ? Oui, puis c'est pas facile de se dire qu'à un moment donné, celle qui nous a mis au monde, on l'aime moins que la mère de notre compagnon. Mais on doit pouvoir dire aujourd'hui que ça doit être possible. Il est possible de ne pas se reconnaître dans sa mère. Il est possible de ne pas être dans une complicité avec sa mère. Ceci dit, encore une fois, les choses peuvent évoluer à condition qu'on puisse en parler de ces difficultés, qu'on puisse surmonter et de savoir aussi qu'il peut exister des parents qui sont toxiques. Et selon vous, est-ce qu'il est possible de se construire sereinement en tant que mère, quand on est une femme, quand on a eu un modèle dysfonctionnel ? Oui, c'est possible si on a fait un petit travail sur soi-même ou si on est au clair avec soi-même. Je crois qu'il y a des conditions qui doivent être réunies pour qu'à un moment donné, on puisse se dire que les choses vont être possibles. Mais ça veut dire aussi que avec son compagnon ou sa compagne, on en aura parlé. En tout cas, en parler me paraît nécessaire. Être bien entouré, du coup, avoir d'autres modèles ? Oui, bien sûr. Mais ça, c'est pour tout enfant.
il est important d'avoir d'autres modèles parce que assez souvent, d'ailleurs, les enfants petits disent la mère de machin, elle est mieux que la mienne. Et à y regarder de plus près, quand on interroge après l'enfant, il nous dit ah ben non, la mienne au fond, elle est pas si mal. Donc il y a un travail déjà qui est fait avec les enfants de comparaison, de réflexion. Bien sûr, les enfants sont souvent dans une comparaison. L'herbe est souvent plus verte ailleurs. Et donc, c'est apprendre aussi à ce qu'il y ait d'autres modèles. Il y a des choses qui sont mieux chez mon copain ou chez ma copine, mais qui sont moins bien chez moi et vice-versa. Oui, ça permet de se construire son propre jugement du coup, et sa propre position. Exactement. Est-ce que vous avez des conseils de lecture pour aiguiller en général quand c'est comme ça sur des personnes qui souffrent de ne pas avoir de modèle justement? Est-ce que vous avez des conseils de lecture dans ce cas-là? J'aime beaucoup le livre de Caroline Eliachev sur les mères et les filles. Et c'est pour moi un des très bons livres que je conseille. Parce que je trouve qu'elle parle bien de la relation mère-fille, c'est-à-dire du donnant-donnant, de ces mères qui peuvent pas tout pour cet enfant et qui sont pas responsables de tout. Parce que être mère, c'est aussi avoir eu une mère soi-même, qui a eu une mère soi-même, qui a eu une mère soi-même. Donc c'est-à-dire que on est dans un fil directeur où on va être obligé de casser par moment les relais de ce que seront passés les unes et les autres. On est mère à un moment donné, mais on est mère parce que d'autres ont été mères à leur tour. Et qu'est-ce qu'elles ont fait de cette maternité? Qu'est-ce qu'elles ont fait de cette relation mère-fille? Donc, on est dans une lignée. Et c'est comment, dans cette lignée, on a vécu la relation mère-fille. Chez les grands-parents, par exemple, on voit bien des grands-mères qui, par exemple, peuvent être en alliance avec leur petite fille à des moments donnés, mais qui sont pas du tout en alliance avec leur fille. Et la fille vient dire, ah ben dis donc, ma mère, elle était pas comme ça avec moi, etc., etc. Elle laisse tout faire à ma fille, alors qu'elle ne me laissait rien faire, parce qu'il y a aussi une distance de prise, parce que il y a eu du temps qui est passé et qui a fait qu'à un moment donné, on se retrouve pas dans le même scénario. Et on n'est plus dans la même histoire non plus. Donc en tout cas, il y a beaucoup d'espoir sur comment on peut s'inscrire dans son histoire. On peut complètement être en rejet dans le bon sens et devenir une bonne mère quand on n'a pas connu de bonne mère soi-même et se faire ses propres codes aussi de l'extérieur. J'imagine que c'est une vision positive qui sort des injonctions. Bien sûr. On n'est pas obligé de vivre des moments ténébreux avec sa mère. On peut aussi décider ensemble de la façon dont on va faire évoluer notre relation à toutes les deux. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, je reçois des mères et des filles, mères qui ont 60 ans et plus parfois, et des filles qui ont 30 ans et plus parfois, et qui viennent se raconter des choses autour de ce qu'elles ont vécu l'une et l'autre. Et parfois, elles revivent des moments où elles se disent « Ah, mais j'avais pas fait la même lecture », des griefs ou des conflits qu'on a pu avoir. Elles étaient parties sur le fait qu'elles allaient rester sur des conflits alors qu'elles pouvaient les dépasser, ces conflits. Vous pensez-vous que tous les conflits sont réglables, même avec du temps? Ah, il y a des choses qui sont parfois douloureux, très douloureux même et irréparables. J'ai pas d'exemple là en tête, mais je sais que il y a des choses qui sont de l'ordre de l'irréparable. D'accord, donc il faut accepter ça aussi. Bien sûr. On peut à un moment donné pardonner, mais pour pardonner, il faut que les deux aient pu à un moment donné se raconter et dépasser les griefs ou les conflits ou les douleurs qu'elles ont pu traverser ensemble. C'est très positif votre vision en fait. Il y a une importance du dialogue et de la communication et du dialogue serein. Complètement, et de pouvoir dépasser les rancunes et les difficultés dans lesquelles on est. Et les accepter quand c'est pas possible. Exactement. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous, à bientôt. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le film L'étranger en moi d'Émilie Atef. Ce drame traite de la dépression postpartum et offre un point de vue rare sur la maternité, la féminité et les injonctions liées à celle-ci. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cetcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir ou à laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.